Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous voici arrivés au 72e SITREP du 6 janvier 2018, ce qui implique automatiquement que nous présentions nos vœux à tous nos vidéos spectateurs et nos vidéos spectatrices. Donc je me joins à toi automatiquement pour présenter à tous ceux qui nous regardent, toutes celles et ceux qui nous regardent, une excellente année pleine de bonheur, pleine de bonnes surprises pour l'année 2018. Donc bonne année 2018 à toutes et à tous. Moi j'ai déjà adressé mes vœux en mode vidéo avec le bilan qu'on avait un petit peu dressé la semaine passée de tout ce que nous avons accompli durant l'année écoulée. Oui, c'est vrai. La semaine dernière a été relativement calme puisque l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 19 reprises seulement, soit beaucoup moins que la semaine dernière, c'est à peu près la moitié. Depuis le début de la trêve de Noël, plus de 500 munitions ont été tirées au cours de 37 violations du cessez-le-feu. Il faut y rajouter 4 violations du cessez-le-feu durant les dernières 24 heures, pendant lesquelles l'armée ukrainienne a tiré 166 obus. Donc c'est pas top, les dernières 24 heures à mon avis ça va remonter lentement mais sûrement, surtout une fois que le Noël orthodoxe aura été passé, donc c'est demain. Est-ce que cette accalmie pourrait s'expliquer par le fait de garder des munitions dans le cas d'une offensive finale? C'est possible, et puis je pense que ils essayaient de faire bonne figure aussi, puisque le ministre des Affaires étrangères allemand, Sigmar Gabriel, devait venir dans le Donbass, y compris sur la ligne de front. Puis finalement, ils ont annulé sa visite à la dernière minute, soi-disant à cause du temps. Ah oui. Bon, moi je veux bien, mais enfin, on n'a pas eu de tempête de neige, on n'a pas eu. Enfin, je veux dire, faut arrêter les bêtises. Il fait pas un froid de canard. Je veux dire, le temps est tout à fait acceptable. Donc je vois pas bien. Une pluie de crapaud ou je ne sais pas. On a eu un peu de pluie verglaçante. Ou des sauterelles d'hiver. Avant-hier, mais non, on n'a pas eu de pluie de sauterelles, de criquets ou de je sais pas quoi. Enfin bon. Donc c'est un peu bizarre. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se tenaient relativement à carreau. Les bombardements de la semaine n'ont touché que 12 localités de la République, donc moitié moins que durant les semaines qui ont précédé cette nouvelle trêve de Noël. Le bilan a été humain plutôt bon jusqu'à ces dernières 24 heures, puisque l'armée de la RPD est mort durant les dernières 24 heures d'un tir de sniper. Donc, un soldat mort, hein. Un soldat mort. Je te fais répéter parce qu'on a eu un petit saut, un petit problème vidéo là. Un petit problème, voilà. Donc oui, on a eu un soldat de la RPD qui est mort d'un tir de sniper durant les dernières 24 heures. Donc jusque-là, on était toujours à 0. Donc et ce qui me fait penser que ça va pas aller en restant sur cette trajectoire, c'est que dans son rapport du 4 janvier, la mission de l'OSCE a souligné l'absence de 12 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, des zones de stockage côté ukrainien où ils devraient se trouver. Donc bon, on se doute bien que l'artillerie lourde ukrainienne susmentionnée et les autres pièces d'artillerie lourde ukrainienne se trouvent actuellement près de la ligne de contact, très certainement dissimulées en sécurité, jusqu'au moment où elles serviront pour l'offensive prévue par le commandement de la soi-disant opération antiterroriste. Edouard Bassourine a expliqué que d'après l'analyse des principales données sur les déplacements de véhicules, de matériel et l'évolution de la logistique d'approvisionnement des unités qui sont sur le front, on pouvait en conclure que les forces ukrainiennes préparent des activités probables et intensives de provocation depuis la direction de Mariupol, plutôt vers le sud de la RPD. Dans le cadre, entre autres, de ces observations, il a été remarqué que la 93e brigade mécanisée, qui devait arriver à la mi-janvier, va en fait renforcer la 28e brigade mécanisée qui est déjà déployée dans la zone de Volnovacha et dans la zone de la ville de Mariupol, entre autres dans la zone de responsabilité de la 59e brigade d'infanterie motorisée. Il a été remarqué que l'ennemi a intensifié la reconnaissance aérienne à l'aide de drones, ainsi que les envois d'unités de reconnaissance. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Enfin bon, leur future offensive est quand même de plus en plus hypothéquée par les pertes des forces armées ukrainiennes qui sont largement sous-estimées en public par le commandement de l'OAT. Hein. Ah oui. Hein, voilà. Donc par exemple, pour le mois de décembre, le quartier général ukrainien a déclaré 19 soldats morts, alors que les médias ukrainiens avaient déjà publié les noms et les circonstances de la mort de 37 militaires. Ouais. Et ce nombre susmentionné ne tient pas compte des blessés qui sont décédés dans les hôpitaux. Voilà. Donc, déjà, on voit entre la différence entre les données fournies par le quartier général et celles qui sont publiées par les médias, c'est déjà 30%. Et ça, c'est que les morts officiellement confirmés. D'accord ? On ne parle même pas de ceux qui ont été marqués comme s'étant suicidés, ayant quitté l'unité par leurs propres moyens ou ayant déserté. Voilà. Donc, si tu rajoutes tout cela, je pense que la différence, c'est plus vraiment 30%. Sauf que là, plus personne ne croit aux statistiques, parce que par définition, si les médias ukrainiens, qui sont pas pro-russes, hein, évidemment, commencent à donner des chiffres très différents de ce que donne l'état-major, ça sent quand même pas bon. Hein. Non, ça sent pas bon du tout. Et en plus d'ailleurs de leurs soldats qui meurent, même les volontaires étrangers se barrent de l'armée ukrainienne. Ainsi, c'est la Légion géorgienne qui dans le Donbass, dans les rangs de la 54e brigade des forces armées ukrainiennes, qui a déclaré quitter cette brigade en raison de l'incompétence de son commandant. Hein, donc ils ont annoncé sur leur Facebook que le 20 décembre 2017, la Légion géorgienne au complet a quitté la 54e brigade à cause de l'incompétence du commandant Alexei Maestrenko, de son entourage et de ses ordres illégaux. Lors d'une prochaine conférence de presse, nous fournirons évidemment les détails de l'opération du 16 décembre 2017, pendant laquelle 11 combattants de la Légion géorgienne et du 25e bataillon ont été blessés. C'est ce qu'indique leur communiqué. Des représentants de la Légion géorgienne ont également déclaré que le commandement de la brigade avait tenté d'expulser d'un hôpital militaire des Géorgiens qui étaient prêts à raconter la vérité sur les ordres illégaux du commandant. Ils accusent aussi leurs supérieurs ukrainiens de leur avoir confisqué entre autres des moyens de transport et des équipements, entre autres des gilets pare-balles, des casques et des viseurs qui leur avaient été remis par des organisations de volontaires. Donc, je rappelle, la Légion géorgienne, c'est un machin qui a été fondé en 2014 pour participer à la guerre dans le Donbass, puisqu'il y a toujours eu des liens entre la Géorgie et l'Ukraine. Il faut savoir qu'en 2016, cette Légion géorgienne était forte de plus d'une centaine de membres. Elle avait été alors incorporée à la 54e brigade motorisée, donc des forces armées ukrainiennes. C'était d'ailleurs le premier cas dans l'histoire ukrainienne où des étrangers avaient été officiellement admis dans l'armée ukrainienne. Même eux, ils s'en vont, là, ils se cassent. Alors c'est le pur hasard si les Géorgiens sont parmi les candidats à l'intégration dans l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord. Non, mais quand je dis que... C'est ça. Voilà. Donc là, ils sont un peu mal barrés quand même. Si même les russophobes les plus enragés parmi leurs volontaires étrangers se cassent, là, c'est quand même... ils n'ont pas de victoire à contrebalancer, pour contrebalancer cet état de fait qui est de plus en plus lamentable. Enfin, bon, en même temps, ça rend service aux populations du Donbass. Tout à fait. Voilà, on va pas s'en plaindre. On continue comme ça, on va pas s'en plaindre. Si on regarde tout ce qui est situation politique, donc fin décembre, en fait, la loi sur la ratification du traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la République populaire de Donetsk et la République d'Ossétie du Sud, qui avait été adoptée par le Conseil populaire de la RPD le 14 décembre 2017, est entrée en vigueur le 25 décembre. Donc cet accord prend effet donc maintenant en tant que loi de la République populaire de Donetsk et les règles qui sont énoncées seront maintenant transposées dans le système juridique de la République. Grâce à cette loi, la RPD pourra recevoir une aide officielle de la République d'Ossétie du Sud, y compris en cas d'agression militaire ukrainienne contre la République populaire de Donetsk. Donc la déclaration qui a été faite par le service de presse du Conseil populaire indique donc que ce traité permettra aux autorités des deux pays de réglementer les relations
juridiques entre les deux États, plus spécifiquement dans les domaines politiques, commercial, économique, social et humanitaire, culturel et autres, ainsi que de fournir un soutien en cas d'agression, ce qui est d'actualité en ce moment. Donc je rappelle que ce traité avait été signé en mai 2017 lors de la venue du président de la République d'Ossétie du Sud, Anatoly Bibilov, en RPD. Il était venu pour assister, entre autres, au défilé de la victoire. On en avait parlé lors du CITREP à l'époque. Oui, absolument. Voilà. Et déjà à l'époque, Anatoly Bibilov avait déjà déclaré que ce traité de coopération incluait une aide de la part de l'Ossétie du Sud en cas d'agression militaire contre la RPD. Donc je sais, certaines personnes ont déjà souligné que l'Ossétie du Sud, c'est un tout petit pays, y compris en termes de population. Ils sont un peu plus de 53 000. La RPD est à peu près 2,5 millions d'habitants. Mais bon, il ne faut pas oublier que l'Ossétie du Sud a subi le même genre de conflit que celui que nous subissons ici. Ils ont quand même une certaine expérience du fait de mettre la pâtée à une armée beaucoup plus grosse et bien mieux équipée que la leur. Et une armée qui à l'époque était soutenue par des instructeurs américains et israéliens. Et israéliens, voilà. Ils n'ont plus que constater le désastre. Donc, comme quoi, Kiev qui compte sur les armes américaines pour les sortir du bourbier dans lequel ils sont dans le Donbass. Surtout que les États-Unis, d'ailleurs, ont exprimé publiquement quand même leur crainte que les missiles Javelin qu'ils vont vendre à l'Ukraine, à crédit d'ailleurs, ne finissent entre les mains des soldats de la RPD et de la RPL. Vous avez raison d'avoir peur, mais vous auriez dû y réfléchir avant de promettre de filer ça à l'Ukraine. Oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Quand on n'est pas, quand on est des tocards, il faut. Ah oui, on est jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Fin décembre toujours. Plusieurs déclarations assez importantes ont été faites en RPD et en Russie concernant l'avenir du Donbass. Donc on avait déjà parlé la semaine dernière de cette déclaration de Zakharchenko sur un éventuel futur référendum d'adhésion en fait de la RPD à la Fédération de Russie. Cette déclaration venait en fait juste après déclaration, on va dire presque similaire, du secrétaire d'État et ministre adjoint des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Grigory Karasin, qui avait été en fait interviewé par RIA Novosti. Donc il avait déclaré que pour lui, les habitants de la RPD et de la RPL doivent déterminer eux-mêmes la forme de leur nouvelle coexistence avec leurs pays voisins, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. Il a dit, je cite, quant à l'avenir des républiques de Donetsk et de Lugansk, cela devrait être tout d'abord le choix des personnes qui y vivent. Ce sont les habitants qui doivent décider des formes de coexistence étatique, politique, économique et sociale avec leurs voisins qui seront acceptables et confortables pour eux. Donc cette réponse a été faite en fait à la question du journaliste de RIA Novosti de savoir si au vu de l'échec évident des accords de Minsk depuis plusieurs années, la Russie ne devrait pas purement et simplement reconnaître l'indépendance des deux républiques populaires. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que cette question a été posée par le journaliste en tout premier. C'est vraiment la toute première question de l'interview. Donc pour moi, c'est quand même un assez bon indicateur du fait que celle-ci, en fait, se pose de plus en plus dans la société russe, elle est vraiment d'actualité. Les gens en Russie voient bien que entre les déclarations qui viennent de Kiev, qui annoncent plus ou moins officiellement la mort des accords de Minsk, comme cette fameuse déclaration d'Arsène Avakov, les actes du Canada et des États-Unis qui jettent de l'huile sur le feu du conflit, les gens se rendent bien compte que la Russie, la RPD et la RPL sont mises devant le fait accompli d'une très certaine reprise plus ou moins rapide de la guerre ici, et donc le fait que, de manière évidente, les accords de Minsk ne seront pas appliqués et donc le Donbass ne retournera pas sous le giron ukrainien. Donc malgré tout ça, Karasin a quand même rappelé l'attachement de la Russie au respect des accords de Minsk, mais il n'a pas pu s'empêcher de souligner quand même que l'Ukraine a complètement saboté ces accords. Même pire, il a d'ailleurs rappelé ce que nous on dit depuis un bon moment, à savoir que les autorités ukrainiennes font tout pour pousser le Donbass hors du pays au lieu de tout faire pour réintégrer la région. Il a rappelé que Kiev avait utilisé tous les moyens possibles et inimaginables pour repousser de leurs propres mains tout le sud-est du pays, y compris en utilisant des méthodes cruelles et cyniques
comme la cessation des paiements des allocations sociales, des pensions de retraite, la coupure de l'eau, de l'électricité, le blocus économique total. L'idée, en fait, que des autorités de Kiev était de provoquer un mécontentement général pour forcer la région à se rendre en dépit de l'opinion de la majorité de sa population qui ne veut pas accepter la politique des autorités de Kiev post-Maïdan. Bon, ceux qui nous parlent de démocratie en Ukraine, la démocratie, je rappelle, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc, c'est la loi de la majorité. Voilà, donc c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Et donc, suite à cette déclaration-là, il y avait eu celle de Zakharchenko, dont on avait parlé la semaine dernière, qui avait rappelé que un État qui essaye d'occuper, de détruire, d'encercler avec du fer barbelé, qui envoie des chars d'assaut, l'aviation, l'armée pour détruire un peuple qui ne reconnaît pas le pouvoir d'autorités qui sont issues d'un putsch. Il avait quand même bien rappelé que c'était pas possible d'exiger de gens qui se prennent des obus sur la gueule tous les jours de vouloir retourner sous le drapeau qui leur envoie ces mêmes obus. Voilà. Bah oui. Donc il avait ensuite parlé de cette possibilité d'organiser un référendum général pour que le peuple s'exprime sur le fait d'intégrer ou non la fédération de Russie. Donc les deux, Karasin comme Zakharchenko, ont rappelé un principe démocratique qui doit nous paraître évident à toi et à moi, mais qui semble nécessaire de rappeler à la soi-disant communauté internationale. Oui. Voilà. À savoir que dans une démocratie, donc comme je l'ai dit, c'est au peuple de choisir comment il veut vivre. C'est pas à Kiev ou Washington de décider si le Donbass doit retourner au sein de l'Ukraine ou non. C'est à la population du Donbass de décider pour elle-même. Comme je le rappelle, l'indique très clairement la charte de l'ONU dans son deuxième point de son premier article sur le droit à l'autodétermination des peuples. Au vu de la guerre que Kiev a lancée contre le Donbass depuis bientôt 4 ans, les menaces constantes de génocide formulées par divers officiels, députés, ministres et ex-ministres ukrainiens, je rappelle qu'il serait quand même plus que criminel d'obliger le Donbass à retourner sous le giron ukrainien sous prétexte que la région a fait partie de l'Ukraine pendant une courte période à l'échelle historique, parce que oui, c'est pas... c'est à peine un siècle. C'est ça. C'est à peine un siècle. Avant, ça a appartenu de la moitié du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe. Ça a appartenu à l'Empire russe. Depuis, je le rappelle, la demande de Bogdan Khmelnytsky d'intégrer le territoire qui était sous le contrôle des Cosaques de l'époque, de rejoindre l'Empire russe. Donc, voilà. Donc, en plus, je pense que la Russie, surtout Poutine, va se faire un petit plaisir de rappeler le précédent yougoslave, parce qu'il l'avait dit à l'époque, vous avez reconnu le Kosovo un jour, ça vous reviendra dans la figure. Parce que ce précédent-là de scission, celui-là, il avait été avalisé par l'Occident, parce que ça connaît à leur plan. Et d'ailleurs, les Américains s'étaient empressés d'aller y installer une des plus grosses bases militaires de l'Europe, en Europe. Voilà. Donc je pense que la Russie, Lavrov, Poutine vont le rappeler le moment venu pour rendre la mémoire à tous les petits représentants occidentaux amnésiques, adeptes du deux poids, deux mesures, qui crient à la sainteté de l'intégrité territoriale ou au droit à l'indépendance de telle ou telle région selon ce qui les arrange, parce qu'à un moment, ils étaient pour pousser pour l'indépendance des Kurdes. Il y a toute une petite partie qui essayait de pousser pour l'indépendance de la Catalogne, mais par contre, le Donbass, non, ça, il n'y a pas le droit. Bon, il va falloir que vous m'expliquiez le truc. Je rappelle quand même que le peuple du Donbass a payé le prix du sang et sacrifié des milliers de vies pour faire valoir son droit inaliénable à décider de la façon dont il veut vivre et sous quel gouvernement il veut vivre. L'obliger à retourner sous le giron ukrainien sous prétexte d'inviolabilité des frontières reviendrait à cracher sur ceux qui sont morts pour avoir réclamé et défendu le droit du peuple à décider de son avenir, c'est-à-dire le droit du peuple à vivre en démocratie. Voilà. Comme la démocratie, c'est un mot très galvaudé par tous ces... c'est utilisé à volonté... Pour justifier tout et n'importe quoi. C'est ça. Voilà. Voilà.
si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, donc en plus des Géorgiens qui se barrent de l'armée, de Saakashvili d'ailleurs qui a été aussi condamné à 3 ans de prison dans son ancien pays. Hein, parce que Géorgien, oui, s'est fait condamner par contumace. Oui, les Géorgiens. Et d'ailleurs, la justice géorgienne était particulièrement motivée pour essayer de l'attraper, lui. Hein. De le récupérer, c'est clair. Il y en a un petit paquet qui l'attendent au pays. Il n'y a pas que lui hein, qui est en train de mettre le brin quand même en Ukraine. On retrouve notre ex... comment on peut appeler ça comment il l'avait appelé déjà? Oui, la Jeanne d'Arc ukrainienne, oui. Alors là, si tu me permets, là c'est très intéressant parce que évidemment j'ai lu ton précitrep et je vois évidemment de qui tu veux parler. Et là c'est très très intéressant parce que cette personne a été présentée vraiment, mais vraiment comme une Jeanne d'Arc, pas seulement par l'Ukraine, mais également par l'ensemble du camp occidental. Du camp occidental, hein. Il avait, c'était l'égérie ukrainienne, c'était l'héroïne, machin. Cette chère Nadezhda Savchenko, on savait depuis un petit moment hein, qu'elle aime pas Poroshenko, qu'elle s'est mise dans l'opposition, même si elle n'est plus aux côtés de Timoshenko. Elle exprime des vues qui sont peu ou prou celles de Saakashvili et de Timoshenko en un peu plus trash. Oui, mais il y a aussi des éléments surprenants. Et ces éléments surprenants-là, comment dirais-je, auraient plutôt tendance à disloquer le camp ukraino-ukrainien, hein, c'est-à-dire ceux qui en veulent absolument... Elle a l'air de pousser comme Blondie et comme Sakavis pour un 3e Maïdan, puisqu'elle a affirmé que l'actuel pouvoir à Kiev doit payer par le sang le coup d'État organisé en février 2014, ce qui serait équitable selon elle. Donc, je rappelle que Nadia Savchenko, qui est députée à la Rada, hein, quand même, députée du Parlement ukrainien, elle a menacé Kiev d'un nouveau Maïdan. Hein, donc on voit bien qu'il n'y a pas que Saakashvili et Timoshenko qui poussent dans ce sens-là. Donc elle a appelé à faire payer le prix du sang aux autorités actuelles. Elle a dit donc sur la chaîne de télévision ukrainienne News One, je cite: si la révolution prend sa revanche, ceux qui sont arrivés au pouvoir en versant le sang paieront par leur sang. J'espère que ce sera comme ça parce que c'est équitable. Voilà ce qu'elle a dit très, très exactement. Donc, puisque pour elle, la révolution du précédent Maïdan, en fait, était une révolution avortée, hein, puisque pour elle, l'équité est toujours absente du pays, et selon elle, ceux qui dirigent actuellement l'Ukraine doivent répondre de leurs actes, sinon la future génération de fonctionnaires se sentira être en toute impunité. Elle a qualifié d'ailleurs le précédent Maïdan de coup d'État. Oui, c'est ça qui est intéressant, justement. Ouais. C'est un des éléments qui reste absolument stupéfiant sortant de sa bouche. Hein. Oui, non, c'est clair. Et pour elle, la cause de l'actuelle crise en Ukraine est le mécontentement du peuple face à ce changement de pouvoir. Donc, c'est dingue, parce que je veux dire, elle était vraiment celle qui te défendait le résultat du Maïdan avant son emprisonnement, etc. Quand elle est revenue donc de la prison russe, je sais pas ce qu'ils lui ont fait là-bas, mais ça a été efficace. Parce la vérité, elle a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux toute seule comme une grande, ça lui a peut-être donné le temps de méditer, mais c'est assez impressionnant. Donc elle est vraiment dans l'idée que la révolution du Maïdan a été récupérée, a été dévoyée, et que pour elle doit se poursuivre et même se venger de ceux qui l'ont dévoyée. Donc là, moi je serais Poroshenko. Il paraît qu'il est en vacances là, je sais plus où, là aux Maldives ou je sais pas quoi. Je serais bien d'y rester, surtout pas y rester, surtout pas revenir. Reste là-bas pour qui, je te le recommande. Hein. Voilà. Surtout que le 1er janvier, c'était la date habituelle des fameux défilés au flambeau de Svoboda. Ah oui. Pour fêter l'anniversaire de la naissance de Stepan Bandera. Oui, c'est cette espèce d'immonde connard. Oui, désolé, c'est vulgaire, je suis désolé, mais bon, vu ce que ce gars a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, je rappelle, c'était un collaborateur des nazis. Il
Il a dirigé l'OUNB, qui était la frange la plus radicale de l'Union des nationalistes ukrainiens, qui est responsable de pogroms, d'extermination de Polonais, de Russes, enfin tout ça quoi. Donc, ce mec-là était un authentique nazi dans sa tête, et donc cet immonde connard, comme je disais, a eu la malchance de naître un 1er janvier. Et donc en Ukraine, le 1er janvier, au lieu de fêter le jour de l'an, il fête la naissance de ce gars-là. Il n'y avait pas que Svoboda d'ailleurs, hein. Il y avait Pravi Sector, on voyait, on le reconnaissait d'ailleurs. Il y avait Pravi Sector, il y avait les drapeaux de Pravi Sector. Qui se reconnaissent par la couleur, les bandes rouges et noires. Hein, rouge et noir, voilà, qui sont d'ailleurs les couleurs de l'OUN. Hein. C'est les couleurs directement héritées de leurs ancêtres idéologiques. Pour pas dire leurs ancêtres tout court, pour un bon paquet d'entre eux. Donc, comme chaque année, ils ont organisé une marche au flambeau dans plusieurs villes, entre autres à Kiev, où ils étaient plus d'1 millier de partisans à fêter le 109e anniversaire de la naissance de Bandera. Ils ont traversé les principales rues de la capitale. Ils ont terminé par une espèce d'assemblée populaire sur la place du Maïdan. Donc, effectivement, on y a vu les bannières rouges et noires, les drapeaux du parti Svoboda, et en tête de cortège, une participante qui portait un portrait de Bandera. Je sais pas pourquoi ils font ça avec Bandera, hein. Ils peuvent prendre directement un portrait d'Hitler, hein, ce sera plus clair. Oui, mais ils y vont progressivement, je pense. C'est-à-dire que je vois très bien le 1er janvier 2019 avec un défilé au flambeau habillé en Waffen-SS. Ça se fait c'est en Lettonie, je crois, hein. Ouais, en Lettonie, ouais. Hein, il me semble bien. L'Union européenne dit rien d'ailleurs, hein, je le signale. Hein, L'Union européenne ne dit rien à ce sujet. Voilà, juste comme ça, voilà. Et puis donc ils ont terminé avec des discussions, entre autres, sur les questions d'actualité. Entre autres, ils ont discuté de ce qu'ils pensent être nécessaire à faire pour arrêter le chaos qui a lieu dans le pays et comment arrêter la corruption, entre autres, et le caractère antipopulaire du gouvernement actuel. Donc Svoboda est clairement contre Poroshenko aussi. Donc il est en train de faire l'unanimité contre lui quand même. Il a la Savchenko, les nationalistes, la Timoshenko, le Saakashvili. Ça va commencer à devenir tendu. Reste là où t'es parti en vacances, Porky. Je crois vraiment que c'est ce qui est de mieux à faire pour toi. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pendant son absence que les choses vont se... Ah, ça va, écoute, mais bon, en tout cas, ça me fait un petit peu rigoler, parce que le bordel qu'il y a dans le pays, les enfants, c'est à cause de vous. Je veux dire, Poroshenko est un corrompu, mais c'est un businessman. Vous auriez pas fait chier pour... le Donbass, faire le blocus total, vous ne seriez pas dans la merde comme vous l'êtes actuellement. Oui, effectivement, effectivement. Ils reprochent à Poroshenko ce dont ils sont quand même grandement responsables de par leur lobbying intensif pour imposer à Poroshenko leur politique complètement suicidaire. Je tiens quand même à replacer un petit peu l'église au centre du village. Je tiens pas à défendre Poroshenko. Si tu me permets, il y a cet épisode hallucinant où le blocus a consisté d'empêcher le charbon du Donbass de venir en Ukraine. Et alors maintenant il est obligé de passer par la Russie, ce qui fait qu'il est plus cher au bout du compte en arrivant en Ukraine. C'est le même. C'est toujours le même. Voilà. C'est complètement mongol. Donc bon. Et on a eu quelques semaines où on n'avait pas de pendant ce temps-là à Kiev. Alors j'ai compensé. J'en ai mis 2. J'en ai mis 2. Et j'en ai une 3e moi. Mais je te le... Ouais. D'accord. Donc le premier c'est donc le SBU qui est semble-t-il assez régulièrement la risée des journalistes étrangers à cause de la qualité pourrie de la traduction en anglais de ces communiqués officiels. Donc il semble que les journalistes américains, entre autres, critiquent de manière assez sévère la qualité de la traduction en anglais des communiqués officiels du SBU. Ces journalistes ayant affirmé ne pas pouvoir comprendre le sens de certains textes. Entre autres, le premier à pointer du doigt certaines anomalies dans la traduction était le journaliste de l'agence Associated Press, quand même, Raphaël Sater, qui a dit juste la veille du Nouvel An, le service de renseignement ukrainien a annoncé
contrecarrer une cyberattaque russe d'envergure. Malheureusement, je ne comprends rien à leurs déclarations embrouillées. Donc, a-t-il écrit sur Twitter en invitant ses abonnés à essayer de l'aider à déchiffrer le texte cryptique. De son côté, le journaliste de Sky News, Alexander Martin, a répliqué qu'une erreur avait dû être commise lors de la traduction, mais cette explication n'a pas vraiment satisfait Satter, qui a affirmé que le texte était rempli de fautes, semble-t-il à cause de l'usage de traducteurs automatiques. Bah, c'est-à-dire que l'ukrainien, c'est pas tellement répandu, hein. C'est pas une langue qu'on utilise beaucoup, hein, et puis elle a pas l'air d'être bien enracinée. Et puis quand je confirme, quand tu passes de l'ukrainien dans un traducteur automatique, c'est immonde. Hein. Autant le russe, tu le passes dans Yandex Translate, vers l'anglais ça passe encore bien. L'ukrainien, ça donne un truc, c'est du babelfish. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Enfin, faudra-t-il leur conseiller d'utiliser l'espéranto ou le javanais pour éviter autant d'erreurs, peut-être? Je sais pas, peut-être, vraiment, vous se payez des vrais traducteurs au lieu d'utiliser Google Translate. Ah bah non, il y a de l'argent là, attention, ils font des économies. Hein, je vois ça, ouais. Enfin bon, résultat des courses, c'est bien de faire des communiqués pour essayer de transmettre vos délires de propagande, mais enfin, essayez de faire ça un peu plus correctement quand même. Bon. Ça vous évitera de vous faire allumer sur Twitter par des journalistes américains. Et on retrouve pour le deuxième, pendant ce temps à Kiev, notre clown en chef préféré, ce cher Poroshenko. Puisque grâce à Lexus, hein, le célèbre humoriste, comment on peut appeler ça, téléphonique, hein, nous savons que Poroshenko ne carbure effectivement pas à l'eau ferrugineuse. Puisque Lexus a appelé Poroshenko en se faisant passer pour le secrétaire général de l'OTAN, ce cher Jens Stoltenberg. Hein, donc il a appelé Poroshenko pendant le réveillon du Nouvel An. Hein, donc il a enregistré la communication et puis il l'a ensuite rendu public sur Contact. Et donc on peut y entendre Poroshenko s'extasier de recevoir un appel de Stoltenberg le soir du Nouvel An. Oui. Waouh, c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de vous entendre. Une très très heureuse année, Jens. Je suis tellement content d'entendre votre voix. Hein. Donc on voit que Poroshenko, il était tout heureux, tout excité là. Avant de souligner que cet appel était très important pour lui. Mais la phrase qui a suivi a dû quelque peu froisser le président ukrainien, parce qu'il a brusquement raccroché juste après que Lexus lui est sorti. J'espère que vous boirez moins de vodka pendant cette nuit de Nouvel An, hein, lui a balancé ce cher Lexus. Aïe, oui. Voilà. Et donc ses abonnés ont demandé à Lexus dans quel état en fait était le président ukrainien pendant cette discussion. Lexus a expliqué que Poroshenko n'était pas sobre, tout comme lui-même. Donc les deux étaient bien entamés. Et donc on a confirmation que Poroshenko carbure sec. À la vodka. Mais il n'y a pas eu d'enquête sur la consommation de ses propres chocolats magiques, hein, mais on peut supposer que c'est pareil. Et voilà, que c'est pareil. Donc, voilà la situation. Donc, on a eu une semaine relativement calme grâce à cette trêve du Nouvel An. Je pense qu'une fois que les festivités du Noël orthodoxe seront passées, ça va remonter gentiment, mais sûrement. Alors, justement, avant que tu entames cette partie importante qui est le résumé de ton site rep, il faut quand même donner une information à nos vidéos spectateurs et vidéos spectatrices qui est très intéressante et qui dénote d'un changement assez profond d'attitude des gens en général, de la population consommatrice d'informations via Internet. C'est Atlantico qui a publié ça il y a 2 ou 3 jours, en expliquant que Facebook en fait avait commencé à estampiller les pages Facebook dérangeantes, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les médias alternatifs, hein, qui utilisent Facebook comme moyen de diffusion de leurs informations. Et donc Facebook a fait l'erreur de commencer à estampiller ces pages-là de fake news. Hein, comme étant des distributeurs de fake news. Voilà. Et en fait, Facebook a eu une très très mauvaise surprise, puisqu'en fait, il s'attendait à ce que ça pousse les gens à ne plus cliquer dessus.
Et en fait, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens se sont mis à cliquer encore plus dessus une fois qu'il y avait la petite estampille rouge, ce qui est un petit peu le même genre de mauvais sketch que le Décodex en fait a eu. Oui. Hein, puisque en gros des gens comme Sapir avaient vu l'audience de leur site et blog respectifs grimper en flèche à partir du moment où ils avaient été flagués sur le Décodex. Oui. Donc, ce qui montre bien que les gens se rendent quand même de plus en plus compte que ce qu'on leur raconte dans les médias mainstream, c'est de la merde, et que donc, en fait, le fait d'être estampillé fake news ou de se prendre un petit macaron rouge, comme c'était le cas sur le Décodex, c'était en fait un gage de qualité, quoi. En fait, c'est assez intéressant. Donc, ça veut dire que les gens ont quand même les yeux beaucoup plus ouverts que ce qu'on pouvait penser, donc c'est une très bonne chose. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer, si tu me permets, ce qui peut expliquer une certaine dureté dans les vœux d'Emmanuel Macron adressés aux journalistes le 3 janvier dernier. Voilà, où il a balancé son idée de loi pour faire ceux qui, selon lui, diffuseraient des fake news. Ouais, faire taire des... Ça, c'est un très très mauvais signal parce que ça indique clairement que, pour ceux qui croyaient encore que la France était une démocratie, je rappelle que déjà même le ton et le type de propos qu'il a tenu et sa proposition, vous pouvez aller regarder les lois de l'Allemagne nazie des années 30 et les discours de Goebbels sur la liberté de la presse. Vous allez voir des parallèles assez troublants quand même. Là, ça devient carrément inquiétant. Là, la France est en train vraiment de prendre un tournant complètement fasciste. Et là, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, je pense que Macron, il commence à flipper. Je pense que il est au courant de ces résultats-là, de ces trucs de cette expérimentation de Facebook qui a été donc un énorme fail. Il ne faut pas appeler ça autrement. Donc, il commence à flipper. Il commence à avoir peur, tous autant qu'ils sont, et ils commencent à se rendre compte que ils ont beau essayer de tout faire pour diaboliser RT France, pour etc. Ça marche pas. C'est toujours autant regarder si c'est des plus il les désigne comme étant des distributeurs ou des fabricants de fake news, plus les gens vont voir dessus. Vous êtes vraiment des Mongols, vous n'avez rien compris à rien. Je dirais, ils veulent essayer de faire censurer ces trucs-là. Mais la seule chose que vous allez gagner, c'est que les gens vont migrer vers de nouvelles plateformes, tout comme Facebook, qui a récemment censuré un certain nombre de pages et de comptes personnels de personnalités publiques qui ont été étiquetées fachosphère, mais qui étaient des gens... déjà pour certains qui n'étaient pas du tout des fachos et puis pour d'autres mais qui se sont tous rabattus en masse sur Contact. Alors, et qui étaient toi, des tu gens le prononces qui sont à la suivis. russe. Toi, tu le prononces à la russe, c'est V-Contact pour nous en France. En France, mais c'est Contact en russe. Et ces gens-là sont suivis par des millions de personnes. Moi, j'ai vu la différence. Je vois maintenant des demandes d'ajout sur Contact qui se multiplient depuis cette vague de radiation que Facebook a menée dans la soi-disant fachosphère. Je confirme. Les gens sont en train de se rabattre massivement sur le réseau social russe. Je commence à voir aussi des gens qui s'inscrivent tout doucement donc sur la chaîne Doni sur Telegram. Donc les gens commencent à comprendre que on est en train d'essayer de bâillonner toute voix dissidente et ça les pousse justement, c'est le principe de l'interdiction, ça les pousse à braver l'interdit. Et donc on voit les gens se tourner de plus en plus vers les médias alternatifs et vers les réseaux sociaux ou moyens de communication alternatifs. Donc la seule chose qu'ils vont y gagner en mettant cette loi en place, c'est qu'ils vont peut-être pouvoir faire fermer le compte Facebook de Sapir ou de Berruyer ou de... Oui,
et ils vont se rabattre sur d'autres réseaux sociaux et les gens vont les suivre. Et donc, en fait, les réseaux sociaux comme Facebook, qui vont se plier aux injonctions du gouvernement français, vont petit à petit perdre en audience, perdre en nombre d'abonnés, et ils sont en train de se tirer tous une balle dans chaque pied respectivement. Donc c'est bien, c'est une très bonne chose. Ce qui est intéressant en plus, et il y a un côté ironique dans cette affaire, c'est que l'autre jour je suis allé consulter un article sur Sputnik News, hein, version française, et qu'ai-je donc vu à droite de la page sur laquelle j'étais, une publicité Facebook en français invitant les gens à s'inscrire sur le réseau. Alors peut-être que c'est les conséquences d'une grosse bourde de la plus grosse société, je dirais, de réseau social. Non, mais ils sont, de toute façon, comme ils sont devenus surpuissants, ils sont devenus arrogants. C'est comme les États-Unis, d'ailleurs, de manière générale. Ouais. Et quand tu commences à devenir arrogant, c'est là où tu fais des conneries. Bah là, c'est manifeste. Hein, voilà. Ça s'appelle une hémorragie. Ça s'appelle une hémorragie. Hein. Facebook est en train de... Ils ont censuré comme ça un certain nombre de comptes, entre autres même d'humoristes, je veux dire, de dessinateurs, enfin des trucs, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est quand même la bonne nouvelle, on va dire, du début d'année 2018, c'est de se dire que les gens sont finalement plus éveillés que ce qu'on pensait, donc c'est bien. Donc faut qu'on continue, à diffuser le site rep. Donc vraiment j'encourage les gens à suivre la communauté de Denis sur Contact, la chaîne sur Telegram et tous les autres réseaux sociaux où nous sommes. Et vraiment relayer l'information, partager, faites suivre. Il faut vraiment que l'information circule, surtout en cas d'une reprise des hostilités ici, où la guerre de propagande reprendra de manière aussi intensive que celle, on va dire, tangible, réelle sur le champ de bataille. Donc on verra autant de tirs de propagande que de tirs d'obus. Donc il faut vraiment que l'information sur la réalité, sur ce qui se passe, sur ce que fait l'armée ukrainienne dans le Donbass, soit su, soit partagé et soit ainsi divulgué au plus grand nombre. Donc ça sauvera des vies. C'est pas, je veux dire, c'est pas innocent. Hein, je veux dire, partager l'information, c'est forcer les autorités ukrainiennes et les sponsors derrière à lever le pied sur leurs intentions, et ça peut sauver pas mal de vies au final. Hein. Ça peut sauver pas mal de vies et voilà, donc il faut vraiment que les gens se bougent là-dessus. Concernant Daria, pour l'instant, je n'ai pas d'informations la concernant. Je ne sais pas ce qu'il en est, si elle est toujours en vie ou pas. Je continue de surveiller les informations, entre autres dans l'optique de la deuxième phase, entre autres de l'échange des prisonniers entre l'Ukraine, les RPD et la RPL. Donc voilà, ça c'est aussi un dossier toujours à suivre. D'accord. Voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine pour le 73e site-rep. Tout à fait. Voilà, une fois qu'on aura ici passé toutes les fêtes. Donc voilà, et pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont chrétiens orthodoxes, je leur souhaite un peu en avance un joyeux Noël. En tout cas, merci Christelle, encore une fois, pour ton travail. Tu as travaillé toujours à la veille des réveillons de Noël et de Jour de l'An, et encore une fois, hein, pour le Noël orthodoxe. Et voilà, tout simplement, merci pour tout ton travail, pour ton éclairage du terrain, qui nous permet de savoir ce qui se passe réellement dans le Donbass. C'est pas ce que nous raconte la propaganda. Le propaganda Bleitung. Voilà, française, occidentale en général. Voilà. En général, voilà. Ben, écoute, pas de souci. Merci bien. Plaisir. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir Christelle.